Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre. La France a un Premier ministre, mais n'a toujours pas de gouvernement. Commentons, si vous voulez, la situation actuelle et contemplons le désastre. Désastre parce que désastre il y a. Je ne dirai rien contre la personne de M. Barnier, qui est un homme maintenant d'une certaine sagesse sans doute et qui a une certaine expérience. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles il a été nommé. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait la synthèse de toutes les droites, qui en fait n'est qu'une droite, et je vais essayer de vous le démontrer. Il n'y a pas la droite LR, la droite RN, la droite macroniste. C'est la même chose. C'est la même chose et ils sont prêts à gouverner ensemble comme ils l'ont fait en Autriche, comme ils l'ont fait en Italie, ou comme ils le font actuellement en Italie, parce que finalement, derrière tout ça se cachent les mêmes intérêts économiques, les mêmes dogmes du libéralisme économique, du thatcherisme, de la concurrence libre et non faussée, et de la loi du marché. Mais tout ça, vous voulez dire, ce n'est pas essentiel pour moi. Ce qui est essentiel pour moi, c'est le divorce qu'il y a entre la classe politique et l'opinion, la société. Les élus représentent de plus en plus mal les citoyens et la conscience citoyenne. Et l'écologie nous en offre des illustrations remarquables. Quels sont les noms qui sont sortis ces temps derniers que M. Macron a sollicité pour être Premier ministre? Vous avez le caricatural M. Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France. Alors ce personnage est tout à fait remarquable par sa science et sa conscience. Sa science, quand il pleuvait beaucoup sur son département, il a expliqué que s'il y avait des inondations dans le nord de la France l'hiver dernier, c'était parce que les écologistes refusaient le curage des cours d'eau pour protéger les grenouilles. Ce qu'ignore M. Bertrand, sans doute, c'est que lorsque la température globale d'un océan ou de l'atmosphère s'élève d'1 degré, l'atmosphère peut contenir 6% de plus de vapeur d'eau. Donc plus il fait chaud sur la Terre, et plus il y a de vapeur d'eau dans l'air, et plus il y a de vapeur d'eau dans l'air, plus il y a de pluie. Voilà, c'est de la science. Mais M. Bertrand ignore la science. Il ignore de même façon la conscience. Il veut inscrire la chasse aux oiseaux d'eau au patrimoine culturel de l'humanité et participe à toutes les manifestations de chasseurs. Il a détourné des sommes fabuleuses de sa région pour financer le lobby de la chasse, les installations des chasseurs. Son homologue d'Auvergne-Rhône-Alpes a fait la même chose. Nous avons une classe politique donc qui est en décalage total avec les aspirations majoritaires des citoyens telles que ces aspirations résultent des enquêtes d'opinion, des sondages, comme l'on dit, et par-delà les sondages, des enquêtes sociologiques, où on interroge les gens et on essaie de voir comment ils abordent les événements de notre temps. Il est de bon ton de penser qu'en Occident surtout, il y a une dérive droitière, pour ne pas dire néo-fasciste. Or, c'est faux, en grande partie faux. Ainsi, l'homosexualité est beaucoup mieux accueillie qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Maintenant, 70% des enfants naissent hors du mariage de leurs parents. Hors du mariage de leurs parents. Là, le contact avec des populations étrangères est globalement accepté, et j'y reviendrai dans quelques minutes. Beaucoup plus qu'on se l'imagine souvent. Le fait qu'un enfant dans une famille fréquente une personne issue d'un autre continent ne heurte plus grand monde. Y a des réticences par rapport à l'islamisme, oui, mais globalement la xénophobie est en recul. Et oui, la xénophobie est en recul, et c'est une très bonne chose. Dans le même temps, c'est vrai, des gens aigris, mécontents, fâchés contre leurs gouvernants, ont tendance à penser que voter à l'extrême droite est une façon de sortir de l'impasse. C'est l'issue de ce qu'on ne les a pas essayés. Si, ils les ont essayés il y a 70 ans. Mais ils l'oublient très vite, il y a 80 ans. Mais ils l'oublient très vite. Donc, si vous voulez, c'est une fausse issue et ça ne représente pas
ce qu'est la société dans ses profondeurs. Mais sur ce point, je tiens aussi à rassurer mes amis qui, eux, sont antiracistes, et je le suis, évidemment, évidemment. Et je ne suis absolument en rien proche des gens qui sont xénophobes et qui considèrent les autres, les étrangers, comme étant des gens inquiétants. Absolument pas. Je suis ce qu'on appelle un universaliste intégral. Pour moi, sur la planète, il n'y a que des êtres humains. Ils sont libres, à eux, ces êtres humains, de dire qu'ils appartiennent à telle ou telle tribu, qu'ils se reconnaissent dans telle ou telle appartenance historique. Ils ont le droit. Mais j'ai aussi le droit de leur dire, moi, je n'ai rien à faire de votre identité, ce qui m'intéresse, c'est de votre qualité d'être humain. Et c'est tout. Et je ne reconnais que cela. Donc, que se passerait-il s'il advenait, ce qui est probable, et je vous dirai pourquoi, qu'en 2027, Madame Le Pen, par exemple, soit élue présidente de la République française. Est-ce que ça va être la catastrophe? La guerre civile? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont affréter des paquebots pour renvoyer en Afrique du Nord les 5 millions de Français d'origine maghrébine ou assimilés? Ils ne le peuvent pas. Ni matériellement, ni juridiquement, ni moralement. Ils ne vont pas ouvrir des camps, évidemment. Ils ne vont pas choisir la solution finale. Remarquez, dans l'AfD en Allemagne, les Allemands qui ne font pas les choses à moitié, eux, on le sait historiquement, le fascisme allemand a revêtu cette forme paroxystique qui était le nazisme. Alors dans l'AfD, il y a des gens qui commencent évidemment à penser à la rémigration, c'est-à-dire à vouloir renvoyer chez eux les Allemands d'origine étrangère. Au départ, les nazis, d'ailleurs, c'était leur plan, vis-à-vis des Juifs, c'était pas de les exterminer. Pendant longtemps, ils ont pensé les envoyer à Madagascar et créer une colonie juive à Madagascar pour s'en débarrasser. Puis en 1941, avec la guerre, ils ont opté pour la solution finale. Alors je ne dis pas que les gens de l'AfD pensent déjà à ça, mais enfin c'est vrai que eux, voilà, on peut quand même se poser des questions. En France, non, c'est pas le genre. Donc, que se passerait-il si, et je le regretterais, le RN prenait le pouvoir en France en 2027? Eh bien rien. Et Madame Michu, vous savez qu'elle est un peu raciste, vous la connaissez Madame Michu, c'est votre voisine de palier ou c'est la dame du dessous qui n'aime pas, qui râle quand elle va au marché le samedi, elle voit que des Arabes. Oh, il y en a trop, il y en a partout. Eh bien, un an après la prise de pouvoir du RN, quand elle ira au marché, Madame Michu, elle verra autant d'Arabes. Parce qu'ils ne pourront rien faire. En revanche, ce qu'ils pourront faire, c'est de la politique de M. Macron. Tout pour les affaires, pour les affairistes, tout pour les milliardaires, tout pour la finance, tout le thatchérisme. Ils feront une politique thatchérienne, comme le font les homologues en Italie ou en Autriche quand ils arrivent au pouvoir. Voilà. Alors, voyez-vous, donc d'un côté, ennemis racistes, ne vous faites pas d'illusions, même si vos champions arrivaient au pouvoir, ils ne vous débarrasseraient pas de ceux que vous considérez comme des embarrassants. Et mes amis antiracistes, ne vous inquiétez pas trop, ils ne pourront rien faire. Évidemment, des coups de menton mussoliniens contre l'immigration, mais ça ne sera jamais que des incantations, parce que le phénomène, il est mondial, et le phénomène ne dépend pas des États. Donc, si vous voulez, voilà, je veux dire par là que il n'y a pas des droites, il n'y a pas la droite LR, policée, civilisée, loin de là, et la droite RN, la droite sauvage. En fait, c'est la même droite, ce ne sont que des questions d'écurie, de personnages qui ont des ambitions, et donc qui ont derrière eux des soutiens, des armées, pour accéder, se voir au sommet de l'affiche. C'est ça qui les intéresse. D'ailleurs, en France, le phénomène de la présidentielle les rend fous. Ça les rend complètement fous, ça les rend mégalos, et certains ne courent que pour ça, et se positionnent pour ça. C'est pour ça que le RN a fait savoir à M. Macron qu'il ne censurerait pas le gouvernement de Michel Barnier, tout en se gardant bien évidemment d'intervenir, parce qu'il faut toujours apparaître comme étant un recours. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est de l'illusionnisme. On trompe les gens en leur faisant croire qu'il y a des alternatives, alors qu'en fait, ce sera toujours la même politique. La politique, François Hollande l'avait dit, d'ailleurs, mon ennemi, il n'a pas de visage. C'est la finance. Oui, c'est la finance. Il l'a dit. Puis il a installé M. Macron au gouvernement.
Ah, alors vous voyez que c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Bon, c'est le phénomène de la politique. Alors vis-à-vis de l'écologie, c'est désastreux. Hein. Monsieur, je parlais tout à l'heure de monsieur Bertrand, qui est vraiment une calamité pour ça, hein, mais ils sont à peu près tous pareils. Pendant longtemps, les Thatchériens, pour que ça ne nuise pas à la spéculation, aux affaires, on niait le phénomène climatique. Et puis les plus intelligents d'entre eux se sont dit, mais après tout, c'est vrai, les scientifiques sont unanimes, tous les rapports sont convergents, la température globale de la planète s'élève. Ne confondez d'ailleurs jamais le climat et la météo. Hein. C'est possible que quand vous écoutiez cette vidéo, il fasse un peu plus froid chez vous, mais ça ne veut rien dire du tout. Hein. Quand on parle de l'évolution du climat, ce n'est pas la météo d'aujourd'hui à un point donné, c'est sur l'ensemble de la planète. Donc effectivement, il y a une modification de l'atmosphère du fait des activités humaines. Alors, les plus intelligents des Thatchériens ont dit, mais on va en tirer profit. On va proposer que le capitalisme répare ses propres erreurs en faisant de nouveaux profits. Oui, mais au détriment de la nature, toujours au détriment de la nature. Et c'est là que je diverge avec eux. Les énergies dites renouvelables, ok, ok, à une condition, c'est que ça n'empiète ni sur la forêt, ni sur les zones humides, ni sur les prairies, et en aucun cas que ça puisse nuire à la faune et à la flore, qui ne nous demandent rien si ce n'est de survivre. Voilà. Alors là, vous voyez, les plus intelligents d'entre eux, ils ont compris ça. Mais vous avez toujours les imbéciles qui vont vous dire, j'entendais une députée LR, bien sûr LR, qui disait « Ah oui, il y a des rapports scientifiques dans ce sens-là, mais il y en a dans l'autre sens. » Non, 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 ma petite dame, il n'y en a pas dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, ce réchauffement climatique, il est d'origine anthropique, il est d'origine humaine. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, il faut le constater. Et s'il faut adopter des mesures, parce que c'est surtout l'humanité qui est en danger, c'est pas tellement la biodiversité. Vous savez, si la planète se réchauffe, il y a eu dans le passé de la Terre, si vous l'étudiez un peu, c'est très passionnant de voir comment notre planète a évolué. Il y a eu des périodes de glaciation et des périodes de réchauffement, y compris des réchauffements plus importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, les périodes de réchauffement, ça a été des périodes d'exubérance de la vie, une explosion de la vie. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de vie sous les tropiques qu'il n'y en a dans les pôles. Donc, pour la biodiversité, le réchauffement planétaire n'est pas en soi une catastrophe. Ça peut évidemment modifier localement la végétation, la faune et la flore locale, mais globalement sur la planète entière, c'est pas ça qui va remettre en cause la vie. Ce qui va remettre en cause la vie, c'est la déprédation que l'homme fait subir à l'ensemble de la biosphère. C'est ça le danger, c'est pas l'évolution du climat. L'évolution du climat est dangereuse pour l'être humain et pour l'humanité, qui est une chose extrêmement fragile, parce qu'elle est très dépendante des échanges, très dépendante des fournitures d'énergie, très dépendante des mouvements alimentaires. Imaginez que par exemple il y a une crise d'énergie, une crise énergétique, eh bien les grandes mégalopoles du monde, les grandes capitales, Paris, Rio de Janeiro, Mexico, etc., n'ont pas de quoi s'alimenter. Les gens meurent de faim. S'il n'y a plus de transport, s'il n'y a plus de transfert de marchandises massifs au niveau planétaire, c'est une catastrophe pour ces populations. On ne produit rien à Paris, on ne produit rien à Mexico, on ne produit rien à Rio de Janeiro. Les gens ne peuvent pas manger les rues, manger les pierres, manger le béton. Hein, on ne vit pas de cela. Donc, l'humanité est très interdépendante. Et s'il y a une crise, qu'elle soit climatique ou autre d'ailleurs, l'humanité est fragile, très très fragile. Mais la biodiversité, c'est autre chose. La biodiversité se passera très bien de l'homme, comme l'a dit quelqu'un avant moi, avant l'homme, il y a la forêt, après l'homme, il y a le désert. Donc, je crois qu'il faut être très 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 modeste et se dire que si on protège la viabilité de la Terre, c'est aussi dans l'intérêt de l'être humain. Mais ça, voyez-vous, la classe politique ne l'a pas compris. Pourquoi ? Parce que la classe politique sert quoi ? Les intérêts de leurs commettants. Et c'est qui les commettants ? Ceux qui les élisent ? Non. Non, pas du tout. C'est ceux qui les font élire. Et qui les fait élire ? Eh bien, ceux qui financent. Et notamment, ceux qui tiennent les médias. Ceux qui font l'opinion. Et qui font que Madame Michu, Madame Michu, elle vote pour le monsieur ou la dame qu'elle voit sur papier glacé
dans son magazine, elle vote pour celui qui lui est présenté comme étant quelqu'un de rassurant, quelqu'un de calme, et elle votera contre tous ceux qui apparaîtront comme des trublions, qui sont désignés comme tels. Par qui? Par la finance, par ceux qui maîtrisent les médias. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la droite dure veut privatiser tous les moyens d'information. Le RN rêvait de vendre France Inter sûrement à M. Bolloré. C'est tellement mieux d'avoir de la propagande au lieu d'avoir de l'information. Hein, c'est tellement mieux. Voilà. Bon, alors écoutez, moi je crois que la situation, elle est là. Conclusion de mon intervention aujourd'hui, il y a un divorce. Ouais, il y a beaucoup de divorces. Hein. Peut-être que d'entre vous d'ailleurs en ont connu quelques-uns. Mais il y a un divorce fondamental entre la classe politique d'un côté et l'opinion, la société. Et la société actuellement vaut beaucoup mieux que sa classe politique. Alors évidemment, quand je dis la classe politique, je ne mets pas tous les politiques, mais beaucoup, et notamment ceux qui gouvernent. Voilà. À bientôt, mes amis, pour d'autres réflexions en fonction de l'actualité. Merci à vous de diffuser cette chaîne. À bientôt.